merci de nous rejoindre ce matin. C'est Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem, qui est avec nous. Bonjour Olivier, Boker Tov. On va ouvrir ce journal avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui se rend aujourd'hui aux États-Unis pour rencontrer le président américain Donald Trump demain. Et oui, Ilana est au cœur des discussions, le dossier iranien bien entendu, alors que des contacts ont repris entre Washington et Téhéran. Israël redoute un accord limité centré uniquement sur le nucléaire, un accord qui laisserait de côté les missiles balistiques iraniens et l'influence régionale de l'Iran à Jérusalem. L'inquiétude est claire. Tel compromis pourrait réduire la liberté d'action d'Israël face à la menace iranienne. Et Netanyahou devrait donc rappeler à Washington les lignes rouges israéliennes, pas d'enrichissement d'uranium, un contrôle strict des installations nucléaires et surtout des garanties réelles, pas seulement déclaratives. Une rencontre inhabituelle qui se déroulera par ailleurs en petit comité. Oui, seuls les conseillers les plus proches du Premier ministre l'accompagneront. Pas de responsables sécuritaires, pas de journalistes non plus. Et fait rare, l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, ne fera pas partie cette fois du déplacement. Et puis ce matin, Olivier, on parle aussi de ces décisions qualifiées de majeures concernant la Judée-Samarie, des réactions qui n'ont pas tardé à se faire entendre. Oui, plusieurs ministres des Affaires étrangères, notamment d'Égypte, de Jordanie et des Émirats arabes unis, ont publié une déclaration conjointe pour dénoncer des mesures qu'ils considèrent comme une imposition illégitime de souveraineté sur les zones palestiniennes. Du côté palestinien, le président Mahmoud Abbas a qualifié ce paquet de décisions d'escalade sans précédent, estimant qu'il porte atteinte aux droits historiques et nationaux du peuple palestinien et viole les accords existants. Et puis même son de cloche pour l'Union européenne qui a condamné la décision israélienne de renforcer son contrôle en Judée-Samarie, la qualifiant de pas dans la mauvaise direction. Et une confirmation officielle du Shin Bet concernant le point de passage de Rafah crée la polémique en Israël. En effet, les habitants de Gaza qui franchissent ce passage vers l'Égypte se voient désormais apposer un tampon portant la mention État de Palestine. L'information a été confirmée lors d'une réunion d'une réunion gouvernementale par le chef du Shin Bet. Cette décision suscite de nombreuses interrogations en Israël. Certains y voient un geste technique sans portée politique directe et d'autres estiment qu'il pourrait être interprété comme une reconnaissance implicite du rôle de l'autorité palestinienne à Gaza. Au-delà du tampon, la question plus large du statut futur de Gaza et de la gestion civile des passages, c'est une question qui est donc relancée. Une affaire d'espionnage présumée. À présent, un journaliste indépendant domicilié à Jérusalem a été arrêté après avoir signalé aux autorités des tentatives de contact émanant de personnes liées à l'Iran. Et oui, selon ces informations disponibles, il aurait soupçonné une tentative de recrutement portant sur des missions de photographie et de transmission d'informations sensibles. Et c'est de sa propre initiative qu'il s'est présenté à la police pour signaler ces échanges. Et malgré cette démarche, il a été placé en détention et interrogé par les services de sécurité dans le cadre d'une suspicion de contact avec un agent étranger. Alors, après plusieurs jours d'interrogatoire, le journaliste a finalement été libéré sans aucune condition restrictive. Son identité reste protégée par une interdiction à la publication. À ce stade, aucune charge n'a été retenue contre lui. Et puis dans un tout autre domaine, Israël fait face à une grave pénurie d'enseignants. Oui, tout à fait, Ilena. Selon les syndicats et les autorités scolaires, le manque d'enseignants qualifiés devient alarmant, particulièrement dans les matières centrales comme les mathématiques, les sciences et l'hébreu. Les raisons de cette crise sont multiples. Salaires jugés insuffisants, conditions de travail difficiles, mais aussi fatigue et épuisement après des années de tensions sociales et sanitaires. Les syndicats appellent donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes, revalorisation des salaires, amélioration des conditions de travail et incitation pour attirer de nouveaux professeurs dans les zones les plus en difficulté. Et puis très rapidement, Olivier, on va terminer avec cet acteur français qui va devenir le nouveau visage d'une grande marque de prêt-à-porter israélienne. Oui, Lana, il s'appelle Lucas Bravo. Il est actuellement en Israël. C'est la star de la série Emily in Paris qui a posé ses valises à Tel Aviv pour devenir le nouveau visage de la marque de mode israélienne Renoir. Sourire, élégance et caméra au rendez-vous, Lucas Bravo doit tourner donc dans les prochains jours une nouvelle campagne publicitaire pour la marque israélienne. Une marque remarquée et un choix qui ne passe pas inaperçu à l'heure où certains artistes internationaux hésitent encore à se produire ou à travailler en Israël.
allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce mardi 10 février 2026, avec un mardi aujourd'hui avec des températures qui vont baisser. Le temps restera chaud, plus chaud en tout cas que la normale pour la saison. Demain et jeudi, la pluie devrait faire son retour, surtout dans le nord du pays, accompagnée d'une baisse des températures. Les températures prévues aujourd'hui en Israël: il fera jusqu'à 19 degrés à Haïfa, il fera jusqu'à 21 à Tel Aviv, 17 degrés ici à Jérusalem, il fera jusqu'à 21 degrés à Beersheva et 27 degrés à Eilat. La compagnie aérienne israélienne El Al est menacée d'une amende record pour abus de position dominante sur le marché local. Selon l'autorité de la concurrence, El Al aurait profité de sa place quasi exclusive dans certains segments pour fausser la concurrence. C'est ce que nous allons évoquer à présent avec David Sprecher. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste des affaires aéronautiques. Et nous allons donc parler de cette affaire avec cette déclaration hier, cette information de l'autorité de la concurrence avec cette menace d'une amende record. On parle de 121 millions de shekels, hein, David? Tout à fait, tout à fait. Alors expliquez-nous comment l'autorité de la concurrence est arrivée à cette conclusion. Mais à mon avis, de très nombreux passagers aériens se sont plaints. Ils se sont plaints parce que si c'est vrai que au tout début de la crise, quasi aux alentours du 7 octobre 2023, El Al se comportait encore relativement bien, et notamment moi, en ma qualité de responsable du Forum des otages, je devais voyager très souvent pour les otages en Europe. On voyageait même gratuitement à cette époque-là sur les vols de El Al. Très rapidement, la donne a changé, notamment parce que de très nombreuses compagnies aériennes étrangères ont arrêté de voler vers Israël, et donc El Al s'est trouvé en position de quasi-monopole, j'allais dire, sur un nombre assez important de lignes aériennes. Donc ce que l'autorité israélienne de la concurrence dit, c'est qu'elle a profité de ce monopole pour en faire un peu ce qu'elle voulait au niveau des prix. Tout à fait. Maintenant, je vais également dire, pour être tout à fait juste, que les deux autres compagnies israéliennes se sont à certains moments aussi comportées d'une manière très peu cavalière, et notamment et en particulier lors de la guerre des 12 jours du mois de juin dernier contre l'Iran, où à ce moment-là, ces deux autres compagnies ont artificiellement monté également les prix des passagers qui devaient rentrer vers Israël. Alors l'enquête montre que les prix ont augmenté entre 6 et 31%, mais pour ceux qui ont l'habitude un peu de voyager, les prix ont des fois presque doublé, pour pas dire des fois plus que doublé. Donc comment on est arrivé à ce chiffre de 6 à 31%? Je ne sais pas. Ça, ce sont donc des calculs qui ont été effectués par l'autorité. Mais il est clair, effectivement, que les prix ont anormalement monté. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qui va se passer à présent? Et là, elle rejette ces accusations. Elle va essayer de se défendre. Est-ce qu'il y a une chance quand même que l'autorité de la concurrence accepte ou écoute la défense de El Al? Oui, bien évidemment, elle est dans l'obligation de le faire. Donc, elle écoutera la défense de El Al, mais ensuite, elle statuera et elle jugera exactement de ce qui s'est passé et d'éventuelles amendes à imposer. Alors, on va parler de l'amende dans un instant, mais encore une fois, par rapport à El Al, est-ce que, en fin de compte, lorsqu'on est sur un marché de monopole et que voilà, il y a cette situation de guerre, et il faut dire que El Al a pris des risques dans certains cas en continuant à assurer des vols depuis Tel Aviv et vers Tel Aviv, est-ce que cela ne mérite pas quelque part une certaine compensation financière? Non, du tout. Et en plus, El Al n'a pris aucun risque. Pourquoi? Parce que à l'opposé des compagnies aériennes étrangères qui étaient assujetties à des assureurs étrangers qui leur imposaient des limitations drastiques pour les vols vers Israël,
elle a toujours bénéficié d'une couverture d'assurance totale, je répète, assurée par l'assureur d'État. Donc, elle était déjà, même à ce moment-là, en position dominante par rapport aux compagnies étrangères qui, elles, avaient de très graves problèmes avec leurs assureurs. Alors, l'amende, on parle d'une amende ANAC, géante de 121 millions de shekels. Je crois que c'est l'amende la plus élevée que l'autorité de la concurrence puisse donner. Oui, éventuellement, oui. Donc, c'est une amende qui risque peut-être pas de mettre en péril la compagnie d'El Al, puisqu'elle a fait des bénéfices assez importants. Mais dernière question, David, et là, on va faire appel à votre fonction d'avocat. Est-ce que cela pourrait déclencher ce qu'on appelle en hébreu une tvia yitzugit, c'est-à-dire que est-ce que des voyageurs qui ont donc ont voyagé pendant cette période et qui ont dû payer très cher leur billet d'avion peuvent se mettre ensemble pour peut-être attaquer la compagnie d'El Al à la suite? Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle donc en anglais une class actions. Et bien évidemment, des passagers pourront se réunir de manière à envisager éventuellement des class actions à ce niveau-là. Tout à fait, ça c'est clair et net. Très bien, David Sprecher, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, avocat spécialiste de l'aéronautique. Merci beaucoup pour ces éclaircissements concernant cette amende. Donc, et là, le risque d'avoir augmenté ses prix pendant la période de la guerre. Des prix d'ailleurs qui n'ont toujours pas vraiment baissé, ce qu'il faut dire. Ça commence maintenant à baisser, et en particulier parce que maintenant de très nombreuses compagnies étrangères pénètrent le territoire, et puis également la compagnie Wizz Air et d'autres low cost qui, elles, tirent vers le bas les prix. Très bien. Merci beaucoup, David Sprecher, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Au revoir. Matti Caspi s'en est allé. Il y a des matins plus difficiles que d'autres. Lui qui était persuadé de mourir en été s'est fait la belle au mois de février. À 76 ans, avec ses 60 ans de carrière et plus de 1000 titres à son actif, cet artiste multi-instrumentiste, chanteur, compositeur et producteur a jalonné de son talent la bande-son de nos vies. Pour toute une génération d'Israéliens, d'Olim, pour ceux qui ont grandi en France dans les mouvements de jeunesse et qui ne parlaient pas un mot d'hébreu, on a tous en nous une chanson de Matti. Alors oui, bien sûr, ceux qui sont nés dans les années 70 auront des albums entiers sur leur playlist. Et les autres, sûrement un peu plus de Homer Adam. Mais il est toujours temps d'y remédier, car aimer Matti Caspi, c'est aussi s'intégrer. En plus, pas d'excuses, parce que je vous ai laissé ma playlist dans le descriptif. Mais revenons à lui, cet enfant du kibboutz Ranita, né en 1949, qui joua de tous les instruments avant d'obtenir de ses pères le droit d'aller apprendre le piano au conservatoire de Naharia. Il a révolutionné la musique israélienne. Car à l'époque où tous les artistes israéliens étaient fascinés par les Beatles, lui importa dans la pop israélienne des rythmes brésiliens, africains. Il en a fait quelque chose d'unique et de profondément nôtre. Alors aimer Matti, ce n'est pas simplement aimer sa musique, c'est faire revivre Israël Shelpam, lorsqu'on faisait du stop n'importe où, qu'on achetait ses légumes à Gaza et ses pastèques sur le bord de la route, sans même avoir pris le soin de fermer la porte de chez soi. Matti Caspi, impassible, au sourire intérieur, un pince sans rire, à l'humour caustique, génie du rythme et des harmonies riches. Malade du cancer, il s'est battu jusqu'au bout. Celui qui commença sa carrière à l'armée et chanta avec Léonard Cohen pour soutenir le moral des troupes pendant la guerre de Kippour, collabora avec toute la scène israélienne et ses paroliers incroyables. Jonathan Geffen et bien sûr Ehud Manor, ensemble ils ont écrit des chefs-d'œuvre qui font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine culturel de la nation. Des textes difficiles qui parlent de la nostalgie de l'enfance.
De l'amour qui dévore l'âme. De celui auquel on s'habitue. De celui qu'on effleure, de peur de le faire mourir. Et de celui qu'on quitte parce qu'on n'aime plus. Il a tout écrit, tout décrit. Gainsbourg disait que la chanson était un art mineur. Évidemment, il avait tort. Dans nos cœurs, les titres de Mati Caspi s'impriment à l'encre, une encre aux 1000 couleurs. Les émotions ressurgissent et ce n'est que du bonheur. Un feu de camp dans la pénombre, des ados déchaînés chantant à tue-tête. Les voix des enfants dans la voiture, en amoureux, seuls dans un éclat de rire ou dans les larmes, sur une route d'Israël, dans un champ de tournesol, et même sous la pluie à Paris. Les mélodies de Mati sont un remède contre les bleus de l'âme et unissent notre pays tout entier. Comme tu vas nous manquer. Je terminerai par les mots du président Yitzhak Herzog. C'était l'un des plus grands compositeurs israéliens de notre génération. Mati Caspi n'est plus, mais sa contribution à la musique israélienne et à nos vies est toujours présente et continuera d'accompagner le monde culturel pendant des générations. Alors courage à Rachel, sa femme, et à ses 4 enfants. Et si vous êtes triste, ne le soyez pas, car il y a des êtres qui ne meurent jamais et qui d'en haut veillent. מישהו דואג לי שם למעלה. Et à la une de la presse israélienne ce matin, la visite de Binyamin Netanyahou à Washington. Et les journaux s'accordent sur un objectif central pour Israël, bloquer ce qui est présenté comme des compromis jugés dangereux face à l'Iran. Dans l'Israël Hayom, le ton est clair. À Jérusalem, la principale inquiétude ne porte pas tant sur le président américain Donald Trump que sur l'influence de certains de ses proches conseillers, notamment Steve Witkoff et Jared Kushner, perçus comme plus enclins à la souplesse dans les négociations avec Téhéran. Israël et les États-Unis partagent néanmoins plusieurs points d'accord. Les deux pays estiment que le régime iranien doit être affaibli et qu'il ne faut pas lui permettre d'enrichir de l'uranium sur son sol. En revanche, une divergence apparaît sur les missiles balistiques. Israël exige leur interdiction totale, tandis que l'administration américaine se montrerait plus flexible sur ce point. Le Maariv rappelle que les désaccords entre Netanyahou et Trump ne sont pas nouveaux, mais qu'ils ont souvent été réduits après leur rencontre. Et parallèlement, les États-Unis poursuivent leurs préparatifs militaires en vue d'un éventuel affrontement avec l'Iran. Et selon le journaliste Nir Dvori de la chaîne 12, ce qui se déroule depuis plusieurs jours dans les ciels du Moyen-Orient ressemble à la dernière ligne droite avant une frappe possible. Washington renforce fortement son dispositif dans la région. De nombreux avions de transport ont été déployés ces dernières heures dans le cadre d'un véritable pont aérien. 6 avions de combat F-35 et 3 avions ravitailleurs supplémentaires sont en route vers la zone. En parallèle des démarches diplomatiques, l'armée américaine intensifie aussi ses entraînements, des exercices de ravitaillement en vol et de coordination de grandes formations d'attaque sont menés. L'objectif affiché est être prêt à frapper rapidement et massivement si un feu vert politique est donné depuis Washington. Grave accusation ce matin du chef de l'opposition contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Yair Lapid affirme que Binyamin Netanyahou
aurait falsifié des comptes rendus de réunions sécuritaires tenues avant le 7 octobre. C'est ce que rapporte le journaliste Amit Segal. Selon Yair Lapid, lors d'une réunion organisée le 1er octobre 2023 au bureau du Premier ministre, le chef du Shin Bet à l'époque, Ronen Bar, aurait recommandé de se préparer à une possible escalade à Gaza. Le chef d'état-major de l'époque, Herzi Halevi, aurait lui aussi appelé à préparer un plan de campagne militaire après des alertes du renseignement jugées graves et urgentes. Lapid affirme que ces éléments ne figurent pas dans le document publié par le bureau du Premier ministre. Il parle d'une modification volontaire de protocole sécuritaire susceptible de constituer une infraction pénale selon donc le chef de l'opposition. Il a donc saisi les autorités juridiques compétentes et estime qu'une enquête pourrait être ouverte par la police et le Shin Bet. Et la presse israélienne revient aussi ce matin sur une série de décisions dramatiques prises par le cabinet de sécurité qui pourraient transformer profondément la réalité sur le terrain en Judée-Samarie. C'est, comme on le disait hier, que le gouvernement a approuvé une série de mesures qui modifient les règles d'accès à la terre et renforcent le contrôle israélien sur la Judée-Samarie. Parmi elles, la publication des registres fonciers, jusqu'ici classifiés, ce qui permettrait d'identifier et d'approcher directement les propriétaires pour des achats potentiels. Ces décisions abolissent aussi les restrictions héritées de la période jordanienne qui limitaient les ventes de terrain, ouvrant ainsi la voie à des acquisitions plus faciles par des citoyens israéliens. Le cabinet, en outre, aussi élargit les pouvoirs administratifs, notamment en ce qui concerne l'application de la loi en zone A et B, zone jusqu'ici sous administration palestinienne selon les accords d'Oslo, notamment pour des questions d'eau, d'environnement et de protection de sites historiques. Les médias israéliens évoquent donc une dynamique qui crée ce qu'ils appellent un environnement de travail pour une souveraineté de fait en Judée-Samarie, avec des implications très lourdes sur du long terme. Politique à présent, avec ce qui ressemble à un blocage autour de la loi de conscription des ultra-orthodoxes. Et c'est le Yediot Ahronot qui évoque une impasse quasi totale entre les partis Haredim et les partis orthodoxes donc, et les instances juridiques de la Knesset. Selon le journal, malgré des semaines de discussions, les écarts restent trop importants pour permettre un accord et les points de friction portent notamment sur les sanctions prévues contre ceux qui ne servent pas, sur les critères définissant qui est considéré comme ultra-orthodoxe et sur le contrôle des cadres d'études religieuses. Les responsables Haredim reconnaissent eux-mêmes que le texte, dans sa forme actuelle, a très peu de chances d'être adopté. Certains parlent même d'un projet devenu pratiquement impossible à faire passer. Et puis les médias israéliens évoquent aussi ce matin les salons d'études en Israël qui se sont déroulés dernièrement dans toute la France. À Paris, plus de 1400 jeunes juifs et leurs parents se sont réunis ces derniers jours pour un grand événement consacré à l'avenir en Israël, un rendez-vous marqué par une forte affluence et surtout par une même question, où se projeter aujourd'hui après le 7 octobre. Selon le Israël Hayom, cette rencontre avait pour objectif de présenter des parcours d'études de services et d'intégration en Israël. Les organisateurs insistent sur un point, il ne s'agit pas d'un événement fondé sur la peur de l'antisémitisme, mais sur un choix positif, renforcer le lien avec Israël et affirmer une identité juive assumée. Et on termine par un moment fort hier à Tel Aviv. Alon Ohel, survivant de la captivité à Gaza, est remonté sur scène pour la première fois depuis sa libération. Jeune pianiste a participé à un concert intitulé Menagen et Achaim, jouer la vie, organisé en son honneur à Tel Aviv. Donc, sur scène, il a livré un témoignage bouleversant. Il a expliqué que la musique avait été un véritable outil de survie pendant sa détention. Dans les tunnels, il jouait mentalement, imaginait les touches, répétait des gammes dans sa tête pour tenir. Moment particulièrement émouvant lorsque Alon Ohel s'est adressé à Eli Sharabi, présent dans la salle. Les deux hommes avaient été détenus ensemble. Alon Ohel lui a dédié une chanson « Yesh li sikouy », j'ai une chance, en lui disant simplement « Tu m'as sauvé ». Il est directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Dov Maimon est avec nous. Bonjour, Boker Tov, Dov.
Boker Tov, bonjour Ilana. Alors, Dov, dans plusieurs articles récemment publiés dans la presse israélienne, vous affirmez qu'il est aujourd'hui plus facile de porter une kippa à Budapest qu'à Paris, Londres ou Stockholm. Sur quoi repose votre analyse ? En fait, c'est choquant évidemment, parce que c'est des régimes illibéraux, des régimes qui sont autoritaires, etc. Et pourtant, ce constat repose sur quelque chose de chiffré et d'empirique. Si l'on regarde les préjugés antisémites, la Hongrie apparaît plus problématique que l'Europe occidentale. Selon la ADL, Anti-Defamation League, 42% des Hongrois nourrissent des sentiments antisémites, contre 17% en France, 11% au Royaume-Uni et 4% en Suède. À première vue, la Hongrie semble donc plus hostile. Et on le savait depuis tout le temps. Mais lorsque l'on observe non plus les opinions, mais la vie quotidienne des Juifs, le tableau s'inverse complètement. En Hongrie, seuls 9% des Juifs déclarent que le conflit israélo-arabe affecte leur sentiment de sécurité, contre 74% en France. Ils ne sont que 12% à se dire très inquiets d'une agression physique, contre 52% en France. Ils sont également beaucoup moins nombreux à éviter certains lieux ou à renoncer à des événements juifs pour des raisons de sécurité. Est-ce que cette différence s'est accentuée, Dov, depuis le 7 octobre 2023 ? Oui, absolument, Ilana. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont explosé en Europe occidentale, on le sait tous, 700% en France, 600% au Royaume-Uni, 350% en Allemagne, 500% en Autriche, alors que, évidemment, en Hongrie et à Moscou également, on ne voit aucune différence et il ne s'est rien passé de spécifique. Cela ne signifie pas que l'antisémitisme a disparu, cela signifie que son expression publique est beaucoup plus strictement contrôlée. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que les régimes autoritaires protègent mieux les Juifs ? Ben non, évidemment. C'est un point essentiel. Les régimes autoritaires ne réduisent pas les préjugés, ils les laissent intacts, voire ils les exagèrent. Ce qu'ils restreignent, en revanche, c'est leur expression dans l'espace public. La violence et l'intimidation deviennent plus coûteuses, plus risquées, donc moins visibles. Le sentiment de sécurité qui en découle est réel, mais il est fragile. Il ne repose pas sur des droits opposables, ni sur des institutions solides, mais sur le calcul politique du dirigeant. Tant que celui-ci a intérêt à se présenter comme un protecteur des Juifs ou comme un allié d'Israël, l'équilibre tient. Mais cet équilibre n'est pas une garantie. Dans les systèmes libéraux, la protection des minorités est conjoncturelle, non institutionnelle. Ce qui ressemble à de la stabilité, souvent un équilibre sous contrôle, il peut durer longtemps, mais il reste réversible. Alors vous avez écrit, Dov, c'est vrai, la fin des Juifs de France, cet ouvrage, notamment un appel aux Juifs de France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe dans le quotidien des Juifs en Europe particulièrement et particulièrement en France ? Absolument. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire quelque part, c'est que on aperçoit que ce qui s'est passé avec le libéralisme, évidemment, le libéralisme est une bénédiction incroyable, ça a sorti les Juifs du ghetto, c'est quelque chose qui a permis, même le sionisme lui-même est un projet qui est né du libéralisme, cette idée de prendre son destin en main et devenir un peuple autonome au niveau de la sécurité, de la responsabilité nationale. Et puis, et tout à coup, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Quand on chaînait, dans les années 60 en France, être juif, c'était respecté, c'était aimé, tout à coup, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cause du relativisme culturel, du fait qu'on explique tout par un contexte, une contextualisation sociologique. Non, mais l'État libéral n'est plus capable d'enforcer et de mettre la sécurité des gens parce qu'on a peur. Alors que les États libéraux, là-bas, quand quelqu'un a fait un antisémite, c'est antisémite, il est puni et on sait ce qui va se passer. En France et dans les États libéraux, on a une faillite quelque part. Il va falloir retravailler ça si on veut que l'avenir du peuple juif se continue en diaspora, sinon ça va pas aller bien, il va falloir revoir notre copie. Merci beaucoup, Dov Maimon. Merci d'avoir été avec nous. Aurélie Asseline, bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Boker Tov, merci d'être avec nous depuis Paris. Alors, vous étiez aux élections précédentes sur la liste LR du 17e arrondissement. Vous êtes adjointe au maire dans cet arrondissement et vous avez décidé de rejoindre Sarah Knafo. Expliquez-nous ce choix, Aurélie. Oui, alors effectivement, je suis élue LR, je tiens à rester LR et nous verrons comment le parti réagira. Il y a en France de nombreuses listes qui sont déjà dans l'union des droites entre LR et Reconquête. Sarah est arrivée avec un projet incroyable que j'ai eu la chance de lire avant d'échanger avec elle et de prendre ma décision. Un vrai projet de rupture pour Paris, un vrai projet qui enfin
peut permettre à Paris de passer à l'ère du 21e siècle, à la fois d'un point de vue nouvelles technologies, intelligence artificielle, beauté de Paris, cadre de vie, mais aussi d'un point de vue fiscalité. Sarah, vous la connaissez tous, c'est une ancienne magistrate à la Cour des comptes, elle est absolument brillante et il suffit de prendre le projet pour vérifier l'exactitude de absolument tout ce qu'elle dit. Son projet permet effectivement de rendre l'argent aux Parisiens. Ça, c'est déjà un premier point, ce qui est le point principal d'ailleurs, puisque quand on veut être élu, on veut porter des projets qui vont à la fois avec nos convictions, mais à la fois dans le bon sens pour les habitants et ceux qui nous font confiance et qui payent des impôts locaux pour pouvoir permettre le fonctionnement de tous ces programmes. Et de l'autre côté, mon parti a effectivement investi Rachida Dati, que je connais bien, que je respecte en tant que personne, ce n'est absolument pas le sujet, mais qui malheureusement, pour plusieurs raisons, est à mon sens une insulte à la fois auprès des électeurs, mais aussi des militants et des élus locaux, les Républicains qui lui font confiance, et qui lui ont fait confiance en tout cas en 2020. Vous savez, elle s'est présentée en 2020 à la mairie de Paris. J'étais dans son équipe de campagne, dans les plus proches. Elle m'avait demandé d'organiser des after-work thématiques tous les vendredis soirs. Nous avons reçu donc tous les vendredis soirs par thématique différents professionnels, différentes associations, présidents d'associations. Nous avons effectué des notes avec mon collègue David Alphand. Et à quelques semaines du scrutin, 3 semaines ou 4 semaines de mémoire, le projet n'existait toujours pas. Il se trouve que 2 ou 3 nuits avant la présentation de son projet a été écrit sans avoir repris la moindre note de tous les professionnels que nous avions rencontrés. Il se trouve également que ce projet était malheureusement une déception. On parlait énormément de logement social, énormément de social, et effectivement, il faut en parler, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'un programme, encore moins d'un programme de droite. C'était déjà un programme qui venait proposer la gestion du moindre mal de Paris, et effectivement qui venait à l'encontre de l'idéologie de la gauche dont nous avons besoin, mais qui était un projet de moindre mal et non pas un projet de rupture. Alors 2020, d'autant plus, ce n'était pas 2026, on a déjà rentré très clairement dans l'ère du 21e siècle. Et donc ça, c'est un premier point. Il se trouve qu'aujourd'hui, à moins des élections... Pour préciser, alors vous nous parlez des programmes de Rachida Dati, de Sarah Knafo, qui sont, d'après ce que vous nous dites, différents, où Sarah Knafo est beaucoup plus engagée. Il n'y a pas du tout de point politique dans votre décision ? Si, tout à fait. J'y viens, mais d'abord, le premier point pour moi, c'est le projet, puisque c'est effectivement avec ça qu'on se présente devant les électeurs et à leur scrutin. Donc, effectivement, il y a déjà ce premier point projet. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février, je dis pas de bêtises, le 10 février, et nous n'avons toujours pas vu le projet de Rachida Dati. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous sont habitués à faire campagne sur quelques tracts et quelques marqueurs de droite, mais travailler sur un projet, je crois qu'aujourd'hui, ça devient amplement nécessaire. Ça, c'est le premier point, c'est le point projet. Le point politique, effectivement, il y en a plusieurs. D'abord, la manière d'avoir fait un hold-up au parti pour pouvoir obtenir l'investiture. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois à Paris, on a eu une élection législative partielle à laquelle Michel Barnier s'est présenté à Paris. Michel Barnier qui est un homme extraordinaire, méritant, très intègre et qui a malheureusement vu Rachida Dati venir se présenter face à lui. Et c'est là qu'elle a dit à la Commission nationale d'investiture que de toute façon, si on voulait laisser gagner Michel Barnier, pour qu'elle se retire, il fallait lui donner l'investiture. Donc ça s'appelle un hold-up politique. C'est comme ça qu'elle a eu l'investiture LR. Ouais. Ça, c'est un premier point politique. Le deuxième point politique, c'est aussi que dans quelques mois, elle a un procès sur son cas de trafic d'influence et de prise d'intérêt illégale. Donc dans quelques mois, il semblerait qu'éventuellement, il se pourrait qu'elle ne soit plus maire si il se trouve qu'elle est élue maire à la mairie de Paris. Donc c'est un mensonge vis-à-vis des Parisiens, c'est un mensonge vis-à-vis des élus locaux et c'est un mensonge vis-à-vis des électeurs et des militants. Et le troisième point politique, et pas des moindres, il se trouve que ces 2 dernières années, vous savez, les sujets que je porte depuis toujours sur la lutte contre l'antisémitisme, j'ai fondé le collectif 7 octobre, je l'ai sollicité sur absolument toutes les initiatives que nous avons eues, absolument toutes.
Elle n'a absolument jamais répondu. Elle n'a jamais répondu présente. Elle n'est jamais venue aux événements pour les otages. Elle a effectivement fait les événements institutionnels comme l'hommage national de son patron ou la manifestation contre l'antisémitisme, évidemment. Mais absolument aucun événement d'aucune association. On l'a vu répondre présente. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que lorsque j'ai demandé aux 35 000 mairies, aux 35 000 communes de France d'allumer les mairies en orange pour les Bibas, elle a refusé d'allumer la mairie du 7e en orange. Et vous pouvez retrouver les vidéos du collectif 7 octobre qui montrent toutes les mairies qui l'ont fait. En dernière minute, vous n'y trouverez pas la mairie du 7e. Alors, voilà. Ça, c'est concernant donc votre décision, disons, de ne pas vous rattacher à Rachida Dati, mais la décision de vous choisir Sarah Knafo, alors vous nous l'avez expliqué, mais est-ce que vous n'avez pas peur quelque part aussi que cette décision, on va dire, déçoive une partie de votre électorat ? Alors écoutez, très sincèrement, depuis 2 jours que ça a été annoncé, je n'ai que des commentaires et des messages positifs. Beaucoup d'élus LR qui m'ont appelé pour me féliciter de mon courage et qui me disent qu'ils espèrent que le parti sera assez intelligent pour comprendre qu'on ne peut plus, à un moment donné, on ne peut plus faire l'économie de cette union des droits dont nous avons besoin. Vous savez, Sarah Knafo, c'est une jeune femme que j'ai connue à l'époque des Jeunes Pop, qui vient de l'UMP. À l'époque d'ailleurs où nous recevions également Éric Zemmour pour nourrir intellectuellement nos idéologies. À l'époque de l'UMP, nous arrivions à gagner, puisque nous étions un agrégat de différentes traditions, différents courants politiques. On avait à la fois des courants traditionnels tels que libéraux, tels que souverainistes, social-gaullistes, mais aussi des mouvements bonapartistes. On avait aussi un mouvement chrétien-démocrate. On était un agrégat de plusieurs courants de droite. Ouais. On débattait entre nous avec un socle commun et on débattait et ça nous permettait de nous enrichir et de gagner parce qu'on rassemblait large. Aujourd'hui, on s'est rétréci, voire pire, on se macronise. Madame Dati est aujourd'hui dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, mais moi, le projet et la ligne idéologique d'Emmanuel Macron, je la comprends toujours pas. Ouais. Donc, je sais que c'est un choix qui m'expose. Je sais que c'est un choix qui est un choix qui fait swinger un petit peu. Effectivement, il aurait été beaucoup plus confortable pour moi de quitter LR et de rejoindre complètement le parti de Sarah, mais je ne me reconnais pas entièrement dans le parti de Sarah. Les partis, vous savez, les partis politiques, ce ne sont pas des sectes. On n'est pas d'accord avec tout ce qui se dit autour de nous. Que ce soit chez Reconquête pour Sarah, j'imagine que c'est pareil, que ce soit pour moi dans mon parti aux Républicains, je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit tout le temps, mais on porte des socles communs. Et aujourd'hui, on continuera avec Sarah à débattre, à nous enrichir de nos différences s'il y en a. Pour l'instant, sur les sujets qui nous concernent à Paris, il y en a très peu. Donc justement, concernant les sujets, on a beaucoup entendu Sarah Knafo sur ce qu'elle veut faire à Paris, comment elle veut transformer Paris, que Paris devienne vraiment un lieu de joie et de bonheur pour les Parisiens. On l'a pas entendu, par contre, du moins en tout cas d'ici, sur les problèmes de sécurité, problèmes d'antisémitisme. Comme vous l'avez expliqué, vous avez créé le comité du 7 octobre. Le collectif du 7 octobre. Qu'est-ce que Sarah Knafo a à dire sur ces problèmes de sécurité et d'antisémitisme ? Vous savez, Sarah, elle est très impliquée sur les sujets de l'antisémitisme. Il faut savoir que beaucoup ont travaillé dans l'ombre, y compris avec moi. Elle a été très très présente ces 2 dernières années. Elle a répondu présente à toutes les demandes que j'ai faites quand on avait besoin d'un média qu'on ne connaissait pas ou quand on a eu besoin d'informations. Elle me donnait absolument tous les besoins dont nous avions. Sarah m'a justement choisi parce qu'elle veut lutter contre l'antisémitisme. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup échangé. Je pense que pour lutter contre l'antisémitisme, il faut déjà appliquer la loi avec zéro tolérance. Tolérance zéro, il faut nommer les choses. Le silence est une faute politique. C'est aussi ce que je reproche à Rachida Dati. Le silence est une faute politique. Alors je ne dis pas que Rachida Dati ne veut pas lutter contre l'antisémitisme, mais c'est une responsable politique et nous devons nommer les choses,
être présent, comme nous sommes aujourd'hui présents auprès des Iraniens. C'est important de pouvoir nommer les choses. Il faut absolument, donc vous m'avez parlé de la sécurité, mettre plus de sécurité à Paris. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas dites parce que tout le monde ne dépose pas plainte. Ouais. Et ces 2 dernières années, en tant qu'élue, en tant que présidente du collectif 7 octobre, j'ai eu énormément de signalements d'actes antisémites sur lesquels les personnes ne vont pas nécessairement déposer plainte. Par exemple, une dame qui a appelé plusieurs fois la police parce que son voisin venait mettre des coups de couteau sur sa porte en l'insultant de sale juive. Mais tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte ou de preuve de ça, malheureusement, l'État de droit ne peut pas aller interpeller cet individu. Très bien. Donc, pour ça, il faut une tolérance zéro, beaucoup plus de vidéoprotection, beaucoup plus de police municipale, armer la police municipale, donner les moyens à la police. Alors, on n'a pas de moyens à Paris sur la police nationale, mais au moins sur la police municipale. Pour Et ça, c'est vraiment les dernières primordial. questions, parce qu'on doit terminer très rapidement. En 2024, vous avez été candidate à l'élection des Français à l'étranger pour être députée. Donc, est-ce que cela veut dire que vous ne seriez pas candidate aux prochaines élections ? On ne peut pas insulter l'avenir, je n'en sais rien. J'aime bien ces questions, ça commence. Non, mais ce qui est important à savoir, c'est que cette élection, elle a été un révélateur pour moi. Oui. Et vous savez, j'ai fait aussi bien Israël que l'Italie, Chypre, la Grèce. C'était une expérience formidable qui m'a permis de voir la France et Paris depuis l'extérieur. Ça a révélé la manière dont était perçu notre pays de l'extérieur. Et je vais vous dire, j'ai été agréablement surprise par le fait qu'on rayonnait encore à travers les écoles françaises. J'ai remarqué que tout le monde voulait mettre, et beaucoup de diplomates voulaient mettre leurs enfants dans les écoles françaises. Et c'est une vraie fierté. Et je pense qu'il faut continuer à faire rayonner Paris et justement refaire rayonner Paris, refaire rayonner la France à travers justement tous ces programmes qui font rentrer Paris dans le nouvel ère et qu'on arrête d'être moqué, puisque vous le savez, depuis Israël, la France est très moquée en ce moment. Très bien. Merci en tout cas Aurélie Assouline, avec donc aux prochaines élections municipales à Paris, aux côtés de Sarah Knafo. Les dates, rappelez-nous les 15 et 22 mars. Très bien. Merci beaucoup. Bonne chance Aurélie et à très bientôt. Merci beaucoup. Qualita.